Baguette et Baguette. Épisode 2. Laetitia, se construire une vie pro et perso à Hong Kong. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 2 de notre projet Baguette et Baguette, une série de 7 podcasts visant à faire découvrir Hong Kong au plus grand nombre et à promouvoir les opportunités que peut vous offrir cette ville si peu ordinaire. Aujourd'hui, pour cette deuxième interview, nous recevons Laetitia. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très contents de te recevoir aujourd'hui, on va simplement te laisser te présenter pour commencer. Alors, j'ai 39 ans, je suis coach sportive pour femmes. Je suis mariée depuis bientôt 14 ans, j'ai 3 enfants. Et on est arrivé de Londres à Hong Kong il y a 14-15 mois maintenant, l'été dernier, l'été 2022. D'accord, très bien. Alors, la semaine passée, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Juliette qui finit son VIE actuellement à la Société Générale. Elle a notamment souligné à quel point c'était généralement très facile de s'intégrer lorsqu'on est français à Hong Kong. Est-ce que tu as aussi eu cette facilité à rencontrer des gens et de faire des amis, des connaissances ici ? Alors, moi j'étais très inquiète en arrivant parce qu'on ne connaissait littéralement personne. Avec le Covid, le peu de gens qu'on connaissait avaient tous fui Hong Kong pour ce qui s'y passait il y a 18 mois avec les espèces de prisons sanitaires, les séparations des familles, les restrictions de plus en plus dures alors qu'en Europe on n'avait plus ça. J'ai trouvé une extrême bienveillance ça a commencé par les réponses à mes posts Facebook au sein de la communauté française avant même que j'arrive. Où je posais des questions par rapport aux écoles, à l'installation, aux appartements, au quartier. Des gens vraiment très enclins à aider. Très enclins à aider, mais dans une mesure que je trouvais spectaculaire. Oui, pour te donner un exemple, il y avait des gens qui répondaient à mon post et des gens qui m'envoyaient des emails, mais de une page à 4. En me disant, qui me présentaient tous les quartiers ou les différentes options d'école, qui me disaient, mais surtout, t'hésites pas quand t'arrives, on se prend un café. J'étais là genre, waouh, ça m'a beaucoup rassurée par rapport à notre arrivée. Et en effet, il y a quand même une communauté française qui est bien présente. Donc, j'ai pas eu de soucis, on n'a pas eu de soucis à se faire des amis. Et je pense que ça a été notamment dû aussi, donc à nouveau au Covid, suite au départ de gens, on a des amis ici qui nous ont dit, en l'espace de 3 mois, on a perdu 50 à 75% de nos amis, qui sont partis du jour au lendemain. Et donc je pense que les gens présents qui étaient restés sur place avaient envie aussi de se refaire des amis, avaient envie de se rattacher à ce renouveau de gens qui arrivaient, parce que quand on a vu tout son entourage partir, parfois sans préavis, des gens qui décidaient de rentrer vraiment du jour au lendemain. Ça doit être presque traumatisant. Je pense que ça a joué sur l'accueil. Après, une autre chose qui joue, je pense, c'est l'éloignement, parce que c'est pas quelque chose que j'avais forcément remarqué à Londres. Et en fait, à Londres, les gens vont à Paris pour un oui ou pour un non. En fait, Londres-Paris, c'est tout aussi proche que Paris-Bordeaux ou Paris-Marseille. Donc ici, comme on est loin de nos proches, loin de notre famille, de nos amis, on doit se recréer un vrai cercle ici. Et je pense que ce côté entraide au bout du monde dans un pays culturellement qui est très différent de chez nous joue énormément sur cet écho très ouvert et très accueillant qu'on a pu recevoir. Ok. Et dans ce cas-là, tu nous parles de toi, peut-être de ton mari, mais concernant tes enfants, est-ce qu'eux aussi ont pu s'intégrer facilement, se faire des amis ? Je ne sais pas comment ça marche ici pour les enfants notamment. Ils sont assez jeunes encore, ils ont 5, 7 et 9 ans, donc on est arrivés, ils avaient 4, 6, 8. Le départ de Londres n'a pas été un réel déchirement. Ça a été, évidemment, ils étaient tristes quand on est parti, mais on a quitté Londres, on a ensuite passé l'été en France, et moi j'ai rejoint mon mari qui était déjà ici avec les enfants à la fin de l'été. Donc, quelque part, les quelques semaines en France avaient permis pas d'oublier Londres, mais encore une fois, ils sont petits, donc
On leur a dit qu'il y avait la plage. Leur principale préoccupation, c'était de savoir s'il y avait des glaces et des pizzas à Hong Kong. Donc, Jusqu'ici, ils ne devraient pas être déçus en tout cas. Voilà, après le quartier d'Happy Valley, il y a un gros playground vraiment au pied d'Happy Valley et où en plus on est proche du lycée français. Donc après l'école, il y a toujours des gens de l'école et même si c'est pas forcément des gens qui connaissent, l'uniforme de l'école fait que naturellement les enfants vont les uns vers les autres. Donc ils n'ont pas eu de problème à se faire des amis, enfin du moins pas qu'ils m'en aient parlé en tout cas. Génial. Non, ça avait l'air d'aller. Et concernant ton mari et toi, est-ce qu'il y a eu des contraintes auxquelles vous avez dû faire face au moment où il a fallu déménager et installer tout le monde ici ? Principalement lié au Covid, donc ça reste du coup, j'ose espérer vraiment du passé et qu'on ne revienne plus là-dessus, mais avec beaucoup d'étapes de vaccins, de tests, beaucoup d'appréhension, parce que quand on est arrivé, il y avait encore des tests à fournir le jour du départ, donc jusqu'au jour du départ, je ne savais pas si on allait pouvoir partir, parce que je ne savais pas si on serait négatif. Et ensuite, à notre arrivée, il y a eu à nouveau une batterie de tests pendant 2 semaines. On a eu quelques jours de quarantaine. Au-delà de ça, non, pas de problème majeur, juste de temps en temps des manières différentes un petit peu de faire les choses. En France, on a le droit au niveau de l'immobilier, le droit il est plutôt en faveur des locataires. Ici, c'est plutôt en faveur des propriétaires, ce qui était déjà le cas à Londres, donc ça ne nous a pas grandement choqué. Mais je pense qu'en arrivant de France, ça peut être un petit peu bizarre quand on a l'impression d'être un peu le locataire roi. Ici, c'est pas trop le cas. Tout ce qui était au niveau de l'alimentation, ils n'ont pas vraiment des grandes surfaces comme on a en France. Il faut aller dans tel magasin pour acheter des produits laitiers, on va là pour acheter les fruits et les légumes. Les seules grandes surfaces qu'il y a, on a l'impression d'aller faire ses courses au Beau Marché à Paris, où la plaquette de beurre à 8 €. La première fois que j'ai vu le prix, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais il y a une pénurie de beurre en France. Il y a une erreur sur l'étiquette. C'est ça. Et puis en fait, non. Donc il faut trouver les magasins spécialisés. Donc c'est ça qui est un petit peu plus décontenançant. Ça se dit ? Je sais pas comment ça se dit, je pense. Et à côté de ça, ils ont une facilité administrative pour certaines choses. Enfin, moi, j'ai créé ma boîte en l'espace de quelques minutes. C'était fait. Là, Hong Kong ID, quand on arrive... donc pièce d'identité que toutes les personnes doivent avoir sous 30 jours en arrivant. C'est très clair, il faut aller on prend un petit rendez-vous en ligne, on y va, ils prennent 3 photos, on donne 3 papiers, ils nous rappellent 2 semaines plus tard, on a notre petite carte. Enfin, quand vous pensez qu'en France il faut plus de 6 mois pour faire un passeport, c'est voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients. D'accord, ok. Y a-t-il des conseils que tu donnerais, notamment à ce niveau-là? De ce que j'ai noté, c'est notamment Facebook t'a énormément aidé à ton arrivée, mais est-ce qu'il y a d'autres sites, d'autres plateformes sur lesquelles tu as pu trouver des informations? Alors ça a été principalement Facebook, c'est probablement dû à ma génération. Je sais que de votre âge, on n'utilise plus trop Facebook. Ça l'a été pour nous aussi, ça l'est encore pour nous. On l'utilise un peu moins, mais notamment dans le cadre de ce projet, ça nous a énormément aidé, que ce soit sur les retours, que ce soit sur ta participation notamment. Et je sais qu'on a été surpris de voir à quel point la communauté, en tout cas française de Hong Kong, est vachement présente et active sur Facebook. Un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est Hong Kong Accueil. Donc c'est une association qui existe partout dans le monde. Il y a Londres Accueil, il y a Los Angeles Accueil. Donc il y a, dans toutes les villes dans lesquelles vous allez, les grandes villes en tout cas, généralement il y a cette association qui a pour but de faciliter l'accueil justement des Français dans un nouveau pays en organisant plein d'activités. Le week-end dernier, j'étais sur une jonque organisée par Hong Kong Accueil, une soirée jonque. Ils organisent des réunions de Français pour les courses de Happy Valley. Ils font... je suis arrivée en août, donc généralement à la rentrée, ils font un énorme café, le café de la rentrée, où il y a plus de 200 personnes qui viennent. Pour faire du networking, pour rencontrer des gens. Ils présentent toutes les activités de l'association et on est aussi libre de proposer des activités si on a envie de partager. Donc il y a quelqu'un qui venait d'arriver, je crois qu'il est arrivé de Milan
Et c'est quelqu'un qui est très bon en cuisine. Il disait, moi, j'avais un atelier à Milan qui s'appelait Papote en cuisine. Et donc, il invitait les gens. Donc, les gens participaient aux frais d'achat de nourriture. Mais, et il donnait un cours de cuisine comme ça. Il expliquait un petit peu d'où ça venait. Puis, ça permet aux gens de se rencontrer. Moi, j'ai proposé un cours de sport. Donc voilà, les gens viennent pas, c'est la plupart du temps c'est gratuit ou les frais servent juste à couvrir les éventuels frais engendrés. Il y a des personnes qui se retrouvent pour faire de la randonnée, d'autres qui font j'ai vu que récemment ils avaient fait une balade touristique photographique, donc c'est une fille qui fait de la photo et qui initiait les gens un petit peu à la photographie, aux prises de vue, aux différents angles et choses à voir dans une ville. Donc Hong Kong accueille super moyen de rencontrer des gens et de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait forcément tout seul. J'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Si la boîte dans laquelle on travaille, du coup, qui est une boîte de traiteurs, on est chaque année conviés justement à ce café d'accueil. Ouais. J'ai pour souvenir, tu vas t'en souvenir maintenant que j'en parle, oui, ça me revient. des deux personnes, on va dire des deux fondateurs et dirigeants de la boîte qui étaient conviés justement à amener un petit café, notamment d'aller rencontrer des gens. Ouais. Je pense que c'est l'occasion pour les particuliers comme pour les entreprises de rencontrer des gens et de se faire connaître pour certains. Tu nous as parlé, avant d'aborder l'aspect entrepreneurial qui est pour nous hyper intéressante, on voulait juste aborder une question à propos du système scolaire hongkongais qui pour nous, à notre âge, est extrêmement étranger dû à notre récente arrivée, mais de rien, sur le territoire hongkongais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu vas parler du LFI. Concrètement, comment ça se passe par exemple par rapport à tes enfants, notamment dans le LFI, et même qu'est-ce que le LFI? Alors LFI, c'est Lycée Français International, donc comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas qu'un lycée. Le mot lycée en fait englobe toute la scolarité de la maternelle à la terminale. D'accord. Nous en arrivant, on venait de Londres où nos enfants étaient en scolarité anglaise. Dans une école publique anglaise. Publique anglaise, ouais. Alors plus par choix logistique parce qu'on vivait trop loin du lycée français de Londres. D'accord. Et qu'au final... C'est le lycée Charles de Gaulle. Ouais. C'est ça. Et ils ont... c'était trop loin, donc on avait une petite école de quartier à côté de chez nous qui était très bien. On s'est dit que ils apprendraient l'anglais. Le système pédagogique anglais, je trouve, est un petit peu plus à l'écoute de l'enfant. C'est moins mettre forcément des enfants dans un... Voilà, le programme c'est ça, et si tu rentres pas dans le programme, tu es en échec scolaire. Après, c'est peut-être une vision arriérée que j'ai du système français, mais on était bien contents de ça. Et à côté de ça, ils avaient un tuteur français qui venait à la maison. Regardez un lien avec cette culture française. Alors qu'on a pris que l'année avant notre départ parce qu'on nous avait quand même indiqué qu'il valait mieux attendre que les enfants aient bien appris à lire et écrire en anglais avant d'amener une autre langue. Donc c'est ce qu'on a fait, on a attendu un petit peu. D'accord. Et en arrivant ici, donc il y a le système scolaire public qui est quand même, de ce que j'en ai compris, principalement en mandarin. D'accord. Ou en cantonais en fonction des écoles, qui lui est gratuit ou à faible participation. Ensuite, il y a des écoles qui sont un peu à mi-chemin, cantonais mandarin et anglais. Mais à nouveau, quand on arrive et qu'on ne parle pas chinois... c'est une certitude. Sauf si vous arrivez avec des enfants vraiment en très bas âge, et dans ce cas-là, vous leur dites c'est une chance, ils vont galérer au début, mais ensuite, vu que ça fera partie de leur enfance, c'est le moment où le cerveau est le plus malléable, ils vont l'absorber tout de suite. Et ensuite, il y a un panel d'écoles internationales, la German Swiss... l'école canadienne, l'école coréenne, l'école japonaise, le lycée français, elles sont toutes là. Et donc la plupart, les écoles anglaises, elles vont avoir... la majorité de la scolarité généralement est donnée en anglais avec un push sur la langue, en l'occurrence allemande, française, coréenne, japonaise. Et nous, au lycée français, le lycée français a ça de bien à Hong Kong, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pays, c'est qu'ils ont le cursus français, purement français, ils ont une section bilingue où ils suivent le cursus français, mais avec une moitié en français et une moitié en anglais. D'accord. Et ils ont un troisième cursus, que je ne connaissais pas avant qu'on arrive, qui est une éducation complètement britannique. Donc ils suivent un cursus britannique, mais avec 1 heure de français par jour. Ah, génial. Et donc nous, c'est celui qu'on a choisi, parce que
initialement, c'était pour faciliter l'intégration de nos enfants, parce qu'on s'est dit, ils arrivent dans une culture complètement nouvelle. On a envie que l'intégration se passe bien, donc on va laisser les enfants dans un univers scolaire qu'ils connaissent, et au bout d'un an, on verra. Et en fait, au final, au bout d'un an, ils avaient fait beaucoup de programmes en français parce qu'ils s'étaient passés de 1 heure par semaine à 4 heures par semaine. D'accord. Et ils nous ont dit eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas spécialement changer de branche, donc ils sont dans la section britannique du lycée français. Et une question potentiellement un peu idiote, mais le lycée français est entre guillemets réservé aux Français ou il est ouvert à toute nationalité? Donc dans la classe de mes enfants, ils sont je crois 3 Français. Ah d'accord. Quasiment par niveau. Ensuite il y a des franco quelque chose, et il y a des gens 100% étrangers, parce qu'au final comme le français n'est pas vraiment un critère de sélection, il y en a qui l'apprennent comme une langue étrangère. D'accord. Et les enfants qui sont natifs, à partir de 7 ans il me semble, les cours de français, ils les classent par niveau. Donc, en l'occurrence, les miens sont quasiment qu'avec des gens natifs ou des franco quelque chose, ou mon fils a dans sa classe de français un chinois qui est extrêmement doué en langue et qui du coup a quasiment le niveau d'un natif. Tu nous parles actuellement de niveau. On a cette image, c'est peut-être dû à notre génération, mais je pense que c'est assez global en France, que les pays asiatiques, notamment Hong Kong, monopolisent chaque année les premières places du classement PISA, du coup classement international sur le niveau du niveau des élèves exactement. Est-ce que tu le ressens vis-à-vis de tes enfants? Est-ce que tu sens que l'éducation ici, tu faisais un comparatif Londres-France, est-ce qu'il y a encore un comparatif à faire? Je pense, de ce que j'entends de pas mal de parents, que le niveau asiatique a aussi un gros impact culturel en fait. C'est des gens qui sont dans l'excellence, dans le fait de vraiment pousser les enfants. La plupart des enfants, quelle que soit l'école, ont des tuteurs privés qui viennent chez eux dans différentes matières. Et c'est pas forcément comme ça que j'entends l'enfance de mes enfants. J'ai envie qu'ils aillent au parc, j'ai envie qu'ils apprennent à échouer et qu'ils se relèvent, qu'ils aient une mauvaise note. J'ai eu de la chance d'avoir des parents, je ne vais pas dire qu'ils ne me mettaient pas la pression, mais un père qui était quand même à cheval sur les notes, mais une mère qui était plus aussi dans l'épanouissement. Qui parlait de s'épanouir en dehors de l'école. Puis alors je trouve que, avec les réseaux sociaux, le monde qui va beaucoup plus vite, l'enfance est presque plus courte que celle qu'on a connue. Moi je viens d'une génération où il n'y avait pas de réseaux sociaux quand j'étais petite, pas de téléphone portable, donc... Ils vont grandir déjà bien assez vite, j'ai envie qu'ils profitent de tout ça, donc ça peut choquer certains parents, mais moi je veux pas le meilleur pour mes enfants, je veux qu'ils aient une vie normale en fait, parce que à la recherche de l'excellence, il y a des gens des enfants pour qui ça marche très bien, et je pense que d'autres ça peut leur nuire. Donc avec mon mari, on a une approche où on les pousse à l'école, et je fais les devoirs avec eux, on les pousse à bien apprendre, mais on laisse la place à l'innocence et à la naïveté de l'enfance qui va avec cet âge-là. Ok. Je te propose de passer maintenant à l'un des axes qui a le plus retenu notre attention. Quand tu t'es présenté, tu as expliqué, tu es coach personnel pour femmes avec un statut d'auto-entrepreneur. Est-ce que tu peux nous décrire concrètement ton travail? Donc moi, je suis coach fitness santé pour les femmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ils appellent ça personal trainer ou health coach, fitness coach. Ça dépend de qui on parle. Et donc, j'aide les femmes à reprendre leur santé en main via un accompagnement sportif. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire quelque chose de réaliste tout en étant challengeant pour elles. La plupart des femmes, ce que je constate, c'est ont tendance à se limiter dans ce qu'elles sont capables de faire, alors qu'elles ont le rôle le plus important du monde et le plus dur du monde en étant maman. Donc je leur dis non, on se sous-estime pas, tu portes un bébé dans un bras, une poussette et des courses dans l'autre, tu peux soulever des haltères de plus de 2 kilos. Je les accompagne aussi sur la durée parce que en tant que maman, on a tendance à se mettre en dernier sur sa liste de priorités. On se lèvera quoi qu'il arrive, il y aura toujours à manger sur la table pour les enfants, ils iront toujours à l'école, il y aura toujours du linge de propre. Par contre, tenir les promesses qu'on se fait à soi-même de prendre soin de sa santé, de son corps,
on a tendance à les faire sauter assez rapidement. Et voilà, donc mes accompagnements sont principalement en face-to-face, en physique. Donc je vais chez les femmes, dans leur salon. Il y en a une que je vois au pied de son bureau. D'autres qui ont, à Hong Kong, on a la chance d'avoir, beaucoup d'immeubles ont des salles de gym rattachées à leurs immeubles. Donc on va dans la salle de gym de leur immeuble. Okay. Voilà, je les pousse à être dynamique, active et surtout à faire le lien entre l'activité physique qu'elles pratiquent et à quel point ça va leur servir dans leur vie de tous les jours. Le nombre de femmes qui arrivent en disant au-delà de la perte de poids, qui est souvent ce que j'entends de manière première, j'ai mal au dos, je suis fatiguée. En fait, quand on fait du sport, qu'on se muscle, on a moins mal au dos. Porter ses enfants, c'est plus facile, on a plus d'énergie. J'ai certaines clientes qui ont, parce que j'encadre principalement des femmes entre 30-35 et 55 ans. D'accord. Avec l'âge, on perd en masse musculaire, on perd en densité osseuse, on peut faire de l'hypertension. Et tout ça, je dis pas que tout est résolu par le sport, mais on peut déjà grandement faire avancer les choses avec du sport. Et j'ai plusieurs clients qui ont pu arrêter leurs médicaments pour l'ostéoporose, pour l'hypertension, juste en faisant du sport. Simplement, avec des guillemets, en reprenant le sport. Ouais. Alors, on parle de personnes qui n'en faisaient pas du tout. Donc de manière être ultra sédentaire, c'est vraiment mauvais pour la santé. D'accord. En fait, au-delà de l'esthétique, il y a beaucoup de gens qui voient le sport que pour l'esthétique. Et quand je dis l'esthétique, c'est vraiment juste le paraître. Et en fait, moi, c'est la dernière chose qui m'intéresse. À quoi je ressemble, est-ce que j'ai des tablettes de chocolat ou pas? Je me sens plus forte, ça donne plus de patience. Il y a plein d'études qui ont été prouvées, qui ont montré à quel point c'était bon pour la santé mentale, pour la santé physique, les maladies cardiovasculaires, pour l'ostéoporose et la sarcopénie. Je crois que ça s'appelle comme ça. La baisse de la masse musculaire, justement. Donc voilà, et c'est un sujet qui me passionne. Et j'essaye de montrer aussi que c'est important de prendre soin de sa santé de manière quotidienne. En fait, je pense que la génération de nos parents, de mes parents, parce que mes parents et vos parents n'ont sûrement pas le même âge, le sport, c'était encore un peu un loisir. On va faire un golf, on va faire un tennis, on fait un petit footing. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien plus acté que la santé. Enfin, le sport, c'est un objectif de santé, en fait. Surtout qu'en étant derrière nos ordinateurs toute la journée, on est beaucoup plus sédentaire potentiellement que l'étaient nos parents et nos grands-parents. Avec la globalisation, l'industrialisation, ce qu'on mange est moins qualitatif, généralement en plus grande quantité. Donc en fait les deux cumulés vont pas dans le bon sens, en tout cas pas dans le sens de la santé. Et donc faire même 20 minutes de sport tous les jours, c'est mieux que de faire une grosse séance d'1 heure le week-end. D'accord, ok. Et par simple curiosité, est-ce que les Hongkongais font beaucoup de sport? Oui. J'ai trouvé, donc moi j'ai lancé mon activité à Londres, j'ai trouvé déjà qu'en Angleterre il y avait un penchant pour le sport qui était plus présent qu'en France. D'accord. Déjà d'un point de vue culturel, et aussi les gens étaient plus enclins à payer pour ce genre de service. D'accord. En Angleterre, et en arrivant à Hong Kong, je me suis rendu compte qu'on était encore un niveau au-dessus. Je pense qu'il y a de ça quelque chose de culturel où le paraître ici est très important. Ouais. Et donc forcément, il y a ce côté, à nouveau, on prend soin de l'esthétique, donc on fait du sport, on paye des coachs. Le niveau de vie aussi, il y a de tout, il y a des gens pauvres à Hong Kong comme partout, mais il y a aussi des gens qui ont un niveau de vie très très élevé. Ouais. Et j'ai été surprise du nombre de personnes qui ont un coach ici. Je ne vais pas dire que c'est aussi courant que d'avoir une femme de ménage en France, mais pas loin. Alors ça peut être quelqu'un qui vous voit qu'une fois par mois, qui vous donne vite fait des guidelines, ou quelqu'un que vous voyez, j'ai des clientes que je vois 3 fois par semaine et qui ont les moyens de se payer un coach qui vient 3 fois par semaine à domicile. Voilà. Mais en l'occurrence, ces clientes-là, elles se disent pas ça me coûte tant. Elles prennent soin de leur santé de la même manière qu'elles iraient se faire les ongles. Oui, c'est un budget. C'est un budget, santé.
Et c'est pas quelque chose de frivole. Frivole, oui. Frivole, totalement. Voilà, c'est vraiment... et il y a ce côté prévention presque. Et ben, je prends soin de ma santé aujourd'hui pour pas avoir de problème par la suite. D'accord, ok. Et éviter de payer les pots cassés par la suite, où généralement, quand les gens me disent c'est trop cher de faire du coaching, je fais oui, mais en fait, ce sera à combien t'estimes le prix de quand ce sera trop tard en fait. Et quand tu auras ces maladies cardiovasculaires, quand tu te pèteras le dos à porter un truc tout lourd parce que tu n'auras pas les bonnes postures, tu n'auras pas les bons muscles, quand tu seras plus capable de monter un escalier parce que tu seras complètement à bout de souffle. Alors tout ça se mesure pas forcément de manière financière, mais ça a un vrai impact sur la vie de tous les jours. Ok. Ouais, non, c'est super intéressant. Je retrouve énormément de choses de mon quotidien. Ma mère est par exemple nourrice agréée, donc la santé physique c'est hyper important. On travaille dans le F&B qui est minéral très opérationnel, très physique. Très physique, oui. Donc pour de partout. La cuisine et naturellement, être en bonne santé c'est quand même assez important. On avait une question, tu l'as abordée très rapidement dans ta présentation. Est-ce que Hong Kong, enfin plutôt dans quelle mesure tu nous as confirmé que ça facilitait la création d'entreprise, mais dans quelle mesure la création de ton entreprise a été facilitée par le fait d'être à Hong Kong? Est-ce que Hong Kong est une terre d'entrepreneuriat selon toi? En fait, est-ce que Hong Kong facilite le quotidien des entrepreneurs au-delà de la création d'entreprise? Alors c'est difficile à dire parce que j'ai pas d'expérience sur le sujet. Enfin, si je devais faire un comparatif avec la France, c'est quelque chose que j'ai pas fait en France, donc je peux pas vraiment comparer. Et à Londres, au final, je l'ai créé, on a déménagé à peine un an après. D'accord. Et à Londres, j'avais trouvé les démarches de statut d'auto-entrepreneur aussi très faciles. Mais de ce que j'entends, c'est le cas aussi en France, de créer son statut d'auto-entrepreneur. Ce que je trouve... Et après, c'est probablement lié à mon secteur, mais de ce que j'entends, c'est le cas dans beaucoup de secteurs. Hong Kong, on s'imagine ça comme une ville énorme, ultra grande, avec des millions de personnes. Il y a des millions de personnes, mais en fait, Hong Kong, c'est tout petit. Et donc, se faire un réseau dans le domaine dans lequel on exerce, c'est très facile, j'ai trouvé. Et comme les gens... on parlait tout à l'heure de la facilité de rencontrer des gens français, mais en fait, je trouve qu'elle s'applique à toutes les nationalités. D'accord. J'ai rencontré le vecteur français, évidemment, donne on va dire, ouvre une porte presque en plus, ou l'ouvre un tout petit peu plus facilement, mais j'ai eu aucun problème à rencontrer des gens d'autres nationalités, anglais, américains, australiens. Alors, évidemment, le côté anglo-saxon aide. Maintenant, je pense que si j'étais hispanique, j'aurais pas de problème à rencontrer plus de gens de ces nationalités-là aussi. C'est juste que je les cherche pas. Donc, je trouve que c'est très facile de faire du networking, de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Le fait que la ville en fait soit beaucoup plus petite géographiquement que ce qu'on imagine, en fait. C'est pas du tout t'es à Versailles et moi je suis à Montreuil, oh la vache, ça va être tellement galère de se voir. Enfin, je dis ça pour les gens qui sont en région parisienne. Enfin, ici les gens sont maximum à plus d'une demi-heure de taxi. Et vous allez me dire oui, mais moi j'ai pas les moyens de prendre le taxi, mais ici le taxi est pas cher, donc ou les transports même, tout est proche, donc en fait, rencontrer des gens, je pense créer son business, c'est assez facilité de par ce côté ville immense, mais à taille humaine. On a l'impression presque, je trouve, d'être dans une ville de province par rapport à la facilité des déplacements et la proximité des choses, mais en ayant accès à une ville ultra cosmopolite et avec tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Aujourd'hui, si tu devais monter un business, alors tu nous disais tout à l'heure que malheureusement tu n'avais pas forcément de comparaison avec la France et qu'à Londres tu n'avais pas forcément non plus le temps d'avoir du recul à ce sujet-là, mais si tu devais monter un business de rien, est-ce que tu le monterais plutôt à Hong Kong ou au UK, puisque c'est là que tu as une expérience? Je pense ici, parce que j'ai trouvé... On se faisait la réflexion avec mon mari cet été quand on est rentré pour les vacances d'été, puisque ça faisait 1 an qu'on était à Hong Kong. On faisait un peu notre bilan des 1 an, et on trouvait qu'à tout niveau de notre vie, que ce soit amical, familial, professionnel, on était bien plus avancé en 1 an que ce qu'on imaginait l'être avant d'arriver.
Tout avait été beaucoup plus rapide au niveau des gens qu'on rencontre, au niveau de sa carrière, de la mienne, au niveau du fait de se sentir installé et pas encore genre on est arrivé il y a pas si longtemps. Alors après, je pense qu'il y a aussi une dimension de personnalité. Il y a des gens qui sont peut-être plus introvertis, qui osent pas. Ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est que quand on part en expat, de manière générale, mais ça n'a pas besoin d'être pour Hong Kong, il faut oser se dire j'y vais à deux pieds, quoi. Je saute dedans, j'embrasse complètement la situation. En arrivant ici, pour l'anecdote, moi j'angoissais vraiment de quitter Londres où on était depuis 9 ans. On avait toute notre vie, tous nos amis, et d'arriver dans un pays où on ne connaissait personne. Je me disais, mon Dieu, il faut tout recréer, quoi. Et j'avais mis un post sur Facebook auprès des gens que je connaissais en disant, voilà, on part à Hong Kong, je connais personne, je prends tout contact. D'accord. Et en fait, je pensais avoir 3 ou 4 réponses. Je pense que j'ai reçu une 50aine de réponses. Incroyable. Parce qu'en fait, tout le monde... mais j'ai un collègue, attends, il y a ma cousine, il y a le mari de la belle-sœur de votre cousin, Mais sauf que je me suis dit, mais en fait, si j'avais eu 3 réponses, j'aurais suivi comme ça. J'ai créé un fichier Excel, en fait, en disant, Martin, il m'a dit de contacter sa belle-sœur qui s'appelle machin, et voilà le numéro de téléphone qu'il m'a donné. Okay. Et ce qui fait qu'en arrivant, j'ai contacté ces gens un par un. Ouais. Il y en a certains que j'ai rencontrés d'ailleurs par hasard au café de rentrée Hong Kong Accueil, ou à des apéros, un peu de networking comme ça. On me dit, mais attends, mais c'est toi je suis allée à plein de... le premier café de Hong Kong Accueil que j'ai fait, j'étais pas bien, quoi. Ça faisait 2 semaines qu'on était là, j'arrive, je connais personne, là j'avais l'impression que les gens, parce qu'on est arrivé encore tôt par rapport aux nouvelles arrivées qui sont arrivées, j'ai l'impression, plus quelques semaines, quelques mois plus tard, on faisait encore partie la chair fraîche. Et donc elles se connaissaient toutes et je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai vraiment dû prendre sur moi en me disant, allez, on fait un effort. Et pour que ça marche, il faut aussi que je me donne les moyens que ça marche. Et donc ça, je pense que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, il faut vraiment, pour réussir une expatriation ou une entreprise, une aventure entrepreneuriale, sortir de sa zone de confort, accepter de faire des choses qui sont difficiles et pas forcément agréables. Parce que déjà on devient plus on les fait, plus ça nous paraît, alors pas forcément agréable, mais de moins en moins désagréable, et en fait plus ça ouvre de portes, donc voilà. D'accord. Mais oui, pour répondre à ta question, j'aurais dit faire ça ici parce que les choses vont plus vite. D'accord. Et j'ai trouvé la facilité de vie vraiment au-delà de ce que j'avais imaginé. Ce qui, je pense, finalement, est une bonne conclusion. Très bonne conclusion. Laetitia, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était extrêmement intéressant. Avec plaisir, en espérant que ça aide des gens qui se projettent à venir ici. Qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je serai ravie de les aider. Eh bien, nous serons ravis de transmettre tes coordonnées si jamais nous recevons des messages à ce sujet-là. De votre côté, chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram @baguette-et-baguette. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour rencontrer notre 3e invité, Alain, qui est enseignant au lycée français international de Hong Kong. D'ici là, portez-vous bien, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans 2 semaines.